C'est un roman que j'ai écrit en anglais, qui s'appelle en anglais The Yellow Notebooks Valérien Francaire, Heuristic Murderer, meurtrier heuristique. Donc moi j'ai écrit en anglais euh, pour toutes sortes de raisons que je comprends en partie, certaines je ne comprends pas. Je pense que j'ai écrit ce roman-là en partie en anglais parce que je ne voulais pas m'adresser. C'était pas un roman qui est local pour moi, c'était pas un roman qui était particulièrement québécois. Et je pense que l'écriture en anglais, il y a plus d'aspérité en anglais dans l'écriture. Les champs sémantiques sont un petit peu plus lourds en anglais. L'écriture est plus laborieuse pour moi. Donc j'écris ça en anglais. Il est toujours pas publié en anglais. Il a été traduit en français par Michel Saint-Germain, qui avait gagné le gouverneur général, donc il avait une certaine latitude dans ce qu'il pouvait traduire, Michel, dans ce qu'il choisissait de traduire. Et il a été traduit en roumain par quelqu'un qui est un poète, qui a traduit Foucault, qui a traduit Baudrillard, Léotard, donc un monsieur qui avait aussi beaucoup de latitude. Donc ils ont traduit ces trucs-là. Le roman est paru il y a un petit bout de temps, là. Il est paru en octobre il y a un an, je pense, un an et demi. Euh, et à ma grande surprise, il a été lu comme un roman très local. Des événements qui appartiennent à mon avis, à une histoire qui est beaucoup plus large. En fait, le roman, pour moi, portait sur l'aliénation institutionnelle, sur le rapport qu'on a aux institutions, la difficulté qu'on a à vivre dans les institutions, et sur la violence particulière des milieux carcéraux. Les milieux institutionnels sont toujours un peu des milieux carcéraux. Donc le roman portait sur ça et sur une critique un peu aussi de la manière dont les institutions nous enferment de plus en plus. Euh, mais il a été lu comme, de manière très étroite, hein. Il a été lu comme un roman portant sur une université particulière, à un moment particulier. Il a été lu comme un roman québécois, comme un roman d'un professeur de l'Université Laval portant sur les collègues à l'Université Laval. Donc, il y a eu une espèce d'entonnoir, là. Il a été lu très étroitement, je pense, par les gens. Et quand on travaille dans une institution et que le roman est vu comme ayant une vie institutionnelle, ben là, c'est une tempête dans un verre d'eau, hein. Une tempête dans un verre d'eau, c'est insignifiant, mais quand toute une société vit dans un verre d'eau, la tempête semble grosse. Et pour moi, c'est assez difficile de sortir du verre d'eau quand la tempête faisait rage. Donc, de savoir que la vie n'était pas dans ce verre d'eau-là, que la tempête n'était pas vraie, que c'était du théâtre. Euh, En fait, du théâtre. Je pense que les gens qui ont été interpellés par le roman, je dis pas du tout les gens qui étaient dans le roman, mais qui se sont sentis interpellés dans le roman, par le roman, ces gens-là ont réagi comme des personnages du roman, bizarrement. Donc le roman a eu une espèce de vie théâtrale autonome euh, dans l'institution universitaire. Le roman a comme provoqué son propre théâtre. Et moi, j'étais un des protagonistes de ce théâtre-là. Euh, donc, ça fait à peu près un an et demi, 2 ans là, que le roman est sorti, que la tempête faisait rage dans le petit verre d'eau. Et là, la mer s'est un peu calmée, mais c'est encore un peu houleux. Mais vous avez été menacé d'être mis à la porte. Oui. Ben, en fait, plus les gens étaient prêts, là, c'est vraiment des trucs de micro, hein, micro-sociétés institutionnelles. Plus les gens étaient près du roman, ou se sentaient interpellés par le roman, ou étaient près de moi. Donc les gens, c'est une espèce de cercle concentrique à l'université, de département, ensuite de faculté, ensuite d'administration universitaire, et ensuite du grand milieu universitaire québécois et plus les gens étaient près, hein, de l'épicentre, ou se sentaient près de l'épicentre, plus ils ont réagi de manière violente, en portant eux-mêmes, en se faisant acteurs de la violence institutionnelle, en la provoquant. Donc les gens, quelques collègues et les gens de la faculté, donc qui sont relativement près, ont souhaité ma démission et ont demandé que je sois congédié. Mais au niveau universitaire, dont j'ai pas été congédié. J'ai même été titularisé. En fait, exactement au moment où le roman sortait, moi j'étais en demande de titularisation et j'ai été titularisé sans aucun problème, là. Donc assez loin de l'épicentre, aussi loin qu'on peut l'être à l'intérieur du verre d'eau, dont les choses étaient pas très abruptes, là. C'est vraiment dans les corridors que la chose est dure, là, hein, que la violence est portée, et puis qu'on sent la difficulté que je sens la difficulté
Donc oui, j'ai été menacé de congédiement. Les menaces, c'est toujours assez facile là, par des gens qui n'ont pas les moyens d'exécuter les menaces. Là. Et ce roman a été inspiré des événements de Concordia avec Valérie Fabricant qui avait tué certains de ses collègues, là. Oui, c'est une histoire qui moi, m'a beaucoup touché. D'abord, Valérie Fabricant a tué en 92, en août 92, quand moi je devenais professeur à l'Université Laval. Je revenais au Québec à ce moment-là de plusieurs années au Canada et en Europe. Euh, et ce qui m'a fait l'histoire me touchait d'abord de quelqu'un qui en vient à ne pas voir des êtres humains autour de lui, mais à voir que des gens en deux dimensions. Et des gens en deux dimensions, on fait des cartons de ces gens-là assez facilement. Euh, Intellectuellement, elle était intéressante, l'histoire de quelqu'un qui est un immigré, qui était très bien formé en Union soviétique, qui arrivait à l'Université Concordia et qui était le nègre de son équipe de recherche. Donc, il écrivait, qui ne signait pas, qui n'avait pas la reconnaissance. Donc, il n'était pas reconnu comme un auteur, donc un nègre en termes littéraires. Et quelqu'un dont le parcours, j'aurais marqué de moments d'aliénation, qui disait, il est arrivé au département une fois avec une petite valise, une petite mallette, demandant son patron, son directeur du département, devine ce qu'il y a dans ma mallette. Un fusil ou ce genre de... Donc quelqu'un qui avait annoncé tout ça et qui surtout se plaignait que son directeur de laboratoire, donc dans une division du travail qui s'installe de plus en plus dans les universités à mesure que les gens sont plus des intellectuels entiers, on se partage la job, puis ça devient une chaîne de montage. Il n'y a plus personne qui... Même la notion de l'auteur disparaît dans ce système-là. Euh, donc, Fabricant se plaignait que son patron lui volait ses textes carrément. Et quand il l'a tué, tuerie annoncée, là, certainement, signalée par plusieurs événements précédents. Quand il a tué Fabricant, il y a eu des commissions d'enquête. Une par le président de l'Université York, une des grosses universités canadiennes, Harry Arthurs, et l'autre, je pense, par le président ou le chancelier de McGill. Et les deux rapports disent la même chose, disent Regrettably, we have to admit that he was right. Il avait raison. Pas de tuer, mais il avait raison de se plaindre qu'on lui volait ses textes, de ne pas être reconnu, d'être exploité par... Et le procès lui-même, en fait, a été très intéressant parce que Fabricant se dédoublait dans le procès. Il était son propre avocat. Et donc, on peut demander à un accusé de quitter le procès s'il dérange le déroulement du procès, mais on ne peut pas demander à son avocat de quitter. On ne peut pas récuser l'avocat et l'accusé en même temps. Et comme lui incarnait les deux personnages, donc c'est quelqu'un qui a eu un procès très difficile. Il engageait des psychiatres, des psychologues qui disaient tous, lui ne voulait pas être reconnu fou ou non coupable de ses actes, ou non capable d'être coupable de ses actes. Et donc, il récusait ses psychologues qui lui disaient « Mais tu n'es pas responsable de tes actes, tu es aliéné. » Donc, le procès vraiment, et l'histoire de Fabricant, c'est vraiment une histoire du parcours aliénant d'une personne, en fait, comment une institution en vient à fabriquer un aliéné, comment cette aliénation-là mène au bout pour Fabricant, et comment il récupère jamais son entièreté. Fabricant avec qui j'ai correspondu par après, jusqu'à il y a quelques mois. On s'écrivait assez régulièrement. Moi, j'ai voulu j'ai voulu écrire un roman que lui aurait écrit dans l'année précédant sa tuerie. Si au lieu de prendre un fusil et de tuer ses collègues, il avait pris une plume et assassiné ses personnages. Donc le roman, en fait, raconte l'histoire d'une personne qui en vient de moins en moins à avoir des êtres humains autour de lui, d'avoir que des figures rhétoriques, que des cartons autour de lui. Et dans cette exploration-là de l'aliénation institutionnelle, il y a la violence qui n'est pas portée par lui. Évidemment, la violence ponctuelle, c'est lui qui tire, mais ce n'est pas la seule violence qui est en jeu dans ce roman-là ou dans une histoire institutionnelle comme ça. La violence vient aussi de comment quelqu'un est séparé de lui-même, séparé de sa production. C'est pas des bines qu'il fait, là, c'est pas des... il boulonne pas des pneus sur un char. Là. C'est quelqu'un, une production intellectuelle, toutes les créations, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Là.
et on en vient à le séparer de quelque chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement intime. Vous avez correspondu plutôt avec Fabricant? Oui, par courrier électronique. Donc, il l'a lu. Il a lu le roman et je lui ai fait parvenir d'autres choses. En fait, c'est quelqu'un qui m'a posé des questions, par exemple, sur l'aliénation. Lui avait une idée très, très psychologique de l'aliénation, très santé mentale de l'aliénation, alors que moi, j'avais une idée beaucoup plus institutionnelle et beaucoup plus matérielle de l'aliénation, de cette séparation-là de soi-même. Là. Donc l'aliénation non pas comme maladie mentale, mais comme condition de quelqu'un existant dans une société aliénante, dans une institution aliénante. Et moi, c'est ce qui m'avait touché quand il l'a tué. Moi, je suis très attaché à l'université. J'ai 41 ans maintenant et j'en avais 16 quand je suis rentré à l'université. Je suis vraiment très attaché à l'institution, à la liberté qu'ont les gens à l'université et à la capacité qu'on a à l'université d'être souverain dans notre travail, de pouvoir être entier dans notre travail. Pour moi, l'université est un refuge ou est un lieu particulier. Je suis très attaché à la particularité du lieu universitaire comme un lieu où les gens peuvent être pas les seuls, mais la particularité de l'institution pour moi, c'est qu'on peut poser et répondre aux questions. On peut poser des questions et y répondre nous-mêmes. On n'est pas inféodé aux questions que l'État se pose, et c'est de moins en moins vrai. Le financement universitaire est de plus en plus contingent à ce que les universitaires travaillent sur des trucs que l'État considère pertinents, considère importants. Mais moi, je suis quand même d'une génération universitaire qui a connu quelque chose d'autre, qui a connu un lieu qui était un peu plus libre. Euh, et donc, quand Fabricant a tué, moi, je ne pouvais pas voir ça autrement. Donc, en 92, je suis rentré en 78 à l'université. Donc, je devenais prof, j'avais fait mon doctorat, postdoc, bon, tout ça. Et moi, je ne pouvais pas faire autrement que voir opérer et voir aliéner, dans le sens actif du terme, quelqu'un. Voir une institution opérer pour aliéner quelqu'un. Donc, c'est ce que le roman cherchait à explorer. Et c'est aussi de ça dont j'ai discuté avec Fabricant, avec Valérie Fabricant, quand j'échange avec lui. Donc sur l'aliénation, sur ce que c'est que pas être entier dans une université, sur ce que c'est que d'être exploité dans le sens dans des choses qui sont vraiment, vraiment très, très, très intimes. Donc on a échangé beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'il m'a écrit une centaine de pages, 150 pages, et je lui en ai écrit à peu près autant. C'est quelqu'un dont la vie est marquée et qu'on voit, moi je ne suis pas psychologue, mais qu'on sent, on sent l'institution parler, qu'on sent la difficulté de la vie dans une institution qui est maintenant l'institution carcérale, la vraie. Il y a vraiment là une tragédie. Et le point de rupture, je veux dire, quand quelqu'un comme ça commet un acte, quand Fabricant tue, genre le milieu universitaire réagit en disant c'est un fou qui tue, c'est un geste aliéné, comme si l'aliénation ne faisait pas partie de notre vie, comme si c'était pas un être humain qui avait tué. Moi, le point de départ du roman, et je pense que c'est là où était le point de rupture aussi avec l'université, le point de départ pour moi, c'est que c'est un être humain qui a tué. Il n'est pas moins humain parce qu'il a tué et il n'est pas moins universitaire parce qu'il a tué. Moi, je ne peux pas me contenter de dire, bah là, c'est quelqu'un qui a des troubles, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de la société dans laquelle je vis ou qui est à l'extérieur de l'humanité de laquelle je fais partie. Un être humain a tué, un professeur a tué ses collègues. Et moi, je ne pouvais pas simplement me contenter de dire c'est pas moi ça, c'est pas mon milieu, c'est pas ma vie, c'est pas non. Pour moi, il fallait aller voir. Il fallait aller voir quels sont les mécanismes qui opèrent. Pas tant chez lui, pas tant l'histoire de sa vie, mais l'histoire de sa vie en rapport avec l'institution. Donc l'histoire d'une relation institutionnelle, en fait. That's it. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier au Québec. Je pense que quand on questionne la place des intellectuels au Québec, on questionne surtout, donc c'est pas une catégorie professionnelle, les intellectuels, c'est pas, ils n'ont pas une job particulière. Les professeurs peuvent travailler intellectuellement ou pas du tout. Là. Mais je pense que ce qui est particulier aux gens qui créent
comme toi ou qui créent comme peintre, ou qui créent en écrivant. Je pense que ces gens-là réclament une certaine souveraineté. Et je pense qu'au Québec, pour moi, les questions de souveraineté sont vraiment très distantes. Hein. On confie le débat sur la souveraineté aux parlementaires, puis quand la souveraineté ne voudra plus rien dire, ben là, ils la feront. Mais je pense qu'à l'intérieur des institutions québécoises, on a un rapport très difficile aux souverains, aux gens souverains. Et je pense qu'on est très inféodé aux institutions. Et je pense que pour moi, c'est là que la souveraineté qui a un sens. Est-ce que les gens peuvent être souverains? Au Canada ou au Québec, on n'en a rien à cirer. De la division constitutionnelle des pouvoirs, j'en ai absolument rien à cirer. Mais comment, dans une société, est-ce que des gens qui sont souverains, qui essaient de l'être et qui travaillent leur vérité subjectivement souveraine, comment est-ce que ces gens-là sont traités? Et je pense qu'au Québec, on est très, très dur, on accueille très mal, on coince très facilement. On est une société qui est très institutionnalisée, mal décolonisée, jamais décolonisée, et je pense que ça paraît qu'on ne s'est jamais ou très peu battu pour la liberté. Donc, on est une société où je pense que les gens qui sont souverains sont très mal, vivent mal. Sont très coincés et on cherche tout à fait à les... Et je pense que c'est ça qui opérait aussi dans le roman. D'un personnage, donc pour ne pas parler de moi, parler du protagoniste, Valérien Francaire. Je pense que c'est quelqu'un qui, dans le roman, je mets en scène quelqu'un qui est un irréductible souverain, qui va au bout de sa vérité, jusqu'à faire l'argument que le meurtre est une poésie, un argument poétique pour le meurtre. Donc vraiment la souveraineté entière, à la limite mythomane. Mais c'est vraiment le type absolument souverain à l'intérieur de l'institution. Et les points d'achoppement, c'est vraiment la rencontre de sa souveraineté avec la volonté institutionnelle de le cadastrer, de le coincer, de le définir, de l'aliéner. Et je pense que j'imagine mal que la réaction que moi j'ai eue au roman, je l'aurais eue dans une société souveraine, une société où les gens souverains vivent un peu mieux.